Bonjour. Vous aurez remarqué ces derniers temps qu'on entend beaucoup aux actualités à propos des tests médicaux pour le Covid-19. On entend beaucoup parler de faux positifs, de faux négatifs, c'est-à-dire qu'on peut être testé positif mais ne pas être malade, ou testé négatif mais être malade, ce qui donne un petit peu le sentiment que ces tests ne sont pas fiables. De là aller jusqu'à dire qu'ils ne serviraient à rien, il n'y a qu'un pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le principe de ces tests qui existent depuis maintenant les années 30, Niemann et Pearson, sont énormément utilisés dans l'industrie. Tout ce qui est maîtrise statistique des processus, les cartes de contrôle, c'est utilisé en métrologie nucléaire, ça c'est mon domaine. C'est aussi utilisé dans le domaine médical, voilà, depuis longtemps, et qu'on a toujours fait avec les faux positifs et les faux négatifs, ça fait partie du lot. Donc je vais essayer en quelques minutes de vous expliquer les soubassements théoriques de cette affaire. C'est globalement la théorie des tests statistiques d'hypothèse. Voilà, allez, c'est parti. Alors, la première phase pour construire un test médical, c'est, on a mis au point une méthode biologique pour mesurer une charge virale, par exemple. Donc en phase de validation, en phase d'étalonnage, on dirait en métrologie, on va prendre une population saine. On va prendre par exemple 1000 personnes dont on est certain qu'ils ne sont pas porteurs de la maladie, et on va prendre 1000 personnes dont on est certain qu'ils sont porteurs de la maladie par des tests préalables, etc. Voilà. Et on va soumettre ces personnes-là à ce test médical entre guillemets. Alors c'est pas vraiment, on n'est pas encore là au niveau du test, c'est-à-dire on va faire une mesure par exemple de charge virale. Et lorsqu'on mesure la charge virale des gens qui n'ont pas la maladie, voilà ce que l'on peut trouver. Par exemple, on a un ensemble de valeurs qui vont se répartir suivant cette distribution-là. Voilà. D'accord ? Et puis lorsqu'on va venir mesurer les gens qui sont porteurs de la maladie, on va obtenir une distribution qui est ici. Voilà ce que l'on pourrait obtenir. Alors ça, c'est un cas parfait. On va partir de cet exemple-là. On va voir que ça va se complexifier. Ça, on sent très bien que ça va être un excellent test. Alors un mauvais test, ça aurait pu être quoi ? Un mauvais test, c'est par exemple la réponse des gens qui est malade se rapproche de la réponse des gens qui ne le sont pas. Là, ça va encore, mais là, ça commence à être un test beaucoup moins puissant. Puis là, ça devient un mauvais test. Et puis là, c'est de plus en plus mauvais. Puis là, au bout du bout, c'est ici, c'est le test qui ne sert à rien. Donc voilà, on va repartir du cas du test parfait pour expliquer certaines choses. Alors ce n'est pas encore vraiment le test, j'anticipe un petit peu, la construction du test n'est pas finie. On va venir tester en fait ces valeurs mesurées. Alors pour ça, on introduit une grandeur fondamentale qu'on appelle seuil de décision ou valeur critique ou valeur de rejet. Je la mets ici, c'est-à-dire, on va dire que dessous le seuil de décision, on va considérer qu'on est négatif, et au-dessus du seuil de décision, on va considérer que l'on est positif. Voilà. Donc là, pas besoin de grande théorie pour comprendre que le seuil de décision a toute raison d'avoir sa place ici, au milieu. Donc, là on a finalisé la construction du test, et on considérera que les gens qui ont des valeurs mesurées ici sont négatifs. Par exemple, on va mettre une valeur ici. Les gens qui sont mesurés avec des valeurs inférieures au seuil de décision seront considérés comme négatifs, et des gens avec des valeurs mesurées au-dessus du seuil de décision seront considérés comme positifs. Alors, juste quelques termes techniques, puisqu'on entend parler de spécificité, etc. C'est quoi la spécificité du test ? La spécificité du test, c'est la proportion des gens qui, n'étant pas malades, vont avoir des valeurs inférieures au seuil de décision, ici. Alors là, dans ce cas particulier, pour ce test parfait, la spécificité du test, c'est 100%. D'accord ? La sensibilité du test, ça concerne la partie positive. C'est la proportion des gens qui, étant malades, auront une valeur mesurée supérieure au seuil de décision. Ici, là encore, on est dans le cas du test parfait. La sensibilité, c'est 100%. Je reviendrai ensuite sur les risques de faux positifs et de faux négatifs. Pour l'instant, ils sont nuls, c'est le test parfait. Je ne pense pas que ça existe, on le saurait. On y reviendra le moment venu. Alors, le test proprement dit, soyons clairs, le test, c'est lorsqu'on peut se débarrasser de ces distributions-là. Le test, il devient binaire, comme j'avais dit. Si vous mesurez un patient,
S'il a une valeur supérieure au seuil de décision, eh bien on va considérer qu'il est positif. D'accord? Dans ce cas particulier, avec ce test parfait, quelqu'un qui est mesuré positif, on peut alors prédire ce qu'on appelle la valeur prédictive d'un test positif. Alors dans ce cas-là, effectivement, si la valeur est supérieure au seuil de décision, alors on peut considérer que la personne est malade. Il y a égalité entre le caractère positif et le patient est malade. On va voir que ce caractère-là va disparaître, cette équivalence parfaite va disparaître un peu plus tard. D'accord? Donc de la même façon, quelqu'un qui serait mesuré ici négatif, compte tenu du caractère parfait de nos mesures, eh bien on a 100% de chance qu'il soit non malade. D'accord? Au passage, juste une petite remarque, des choses qui peuvent perturber aussi les gens, c'est le fait que d'une journée sur l'autre, le test peut devenir positif ou négatif. Pour des gens qui auraient par exemple des charges virales assez proches du seuil de décision, eh bien d'une mesure à l'autre, ces valeurs peuvent fluctuer et il pourrait être négatif un jour et positif le lendemain et ça peut fluctuer comme ça. D'accord? Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver et il faut faire avec. Voilà. Alors je vais un petit peu rentrer dans la complexité. Je vais reprendre ici mes distributions. Et dans la plupart des cas, les réponses mesurées sont moins précises que ça. Donc les valeurs sont plus dispersées. Donc par exemple, ici, on va augmenter la dispersion de la mesure. Et là, on se rend compte qu'il se passe des choses. Alors, il se passe quoi? Il se passe que effectivement, il existe une probabilité, une proportion de gens qui, n'étant pas malades, ça, je vous rappelle, c'est la distribution, c'est la réponse des gens qui ne sont pas malades, eh bien, il se trouve qu'une certaine proportion peut être supérieure au seuil de décision. Ici, c'est 6,7%. C'est ce qu'on appelle un faux positif. C'est-à-dire, la personne est testée positive, on va prendre un exemple, la personne est testée positive, donc le test est positif, pour autant la personne n'est pas malade. Ça, c'est le faux positif. Bien. Une remarque, rien ne permet de distinguer, a priori, en dehors d'examen complémentaire, un vrai positif d'un faux positif. D'accord? Si je reprends la distribution pour les gens qui sont porteurs de la maladie, et avec une réponse là aussi un petit peu plus large, eh bien on se rend compte de la chose suivante, c'est que une certaine proportion des gens qui sont malades peuvent avoir un test négatif. D'accord? Quelqu'un qui est malade pourra être testé négatif. Ça, c'est un faux négatif. Voici la proportion de faux négatifs. On constate que du coup, la spécificité du test, c'est-à-dire la proportion des gens non malades qui vont avoir un test négatif, elle n'est plus égale à 100%. De la même façon, la sensibilité du test, c'est-à-dire la proportion des gens qui, étant malades, auront un test positif, ce n'est plus 100% non plus. D'accord ? Au niveau de la valeur prédictive du test, dans ce cas-là, on se rend compte que, par exemple, pour le cas d'un test dit négatif, eh bien, la valeur prédictive du test ne dit pas 100%, c'est 93%. C'est-à-dire que si vous avez un test qui est négatif, vous avez 93% de chance de ne pas être malade. De la même façon, pour un test positif, vous êtes positif, vous avez 93% de chance d'être malade. Et vous avez la différence, c'est-à-dire vous avez 6,7% de chance d'être un faux positif. D'accord, voilà. Alors à ce niveau-là, on a un test qui est encore correct, avec des spécificités, des sensibilités qui sont bonnes. Au petit passage, alors ces termes de spécificité et de sensibilité sont typiquement on les rencontre dans le domaine médical. Voilà. En vérité, dans le cadre des tests statistiques d'hypothèse, ce qu'on appelle ici la sensibilité du test, ça s'appelle en vérité la puissance du test. C'est la puissance du test, c'est 1 moins le risque de faux négatif. Le faux négatif, en fait, ça s'appelle un risque d'erreur de seconde espèce, et le risque de faux positif, c'est un risque d'erreur de première espèce. Autre chose, dans le médical, on trouve ces courbes ici, qu'on appelle les courbes ROC, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui mettent, alors en abscisse, en fait, c'est le risque
c'est le risque de faux positif, hein, c'est 1 moins la spécificité, et en ordonnée, vous avez la sensibilité. Donc un bon test, c'est un test qui a une grande sensibilité et un petit risque alpha, un risque de faux positif le plus faible possible, donc avec un point qui est ici. Alors ce point, il dépend de la position du seuil de décision. On peut le piloter en bougeant le seuil de décision. Voilà. Tout à l'heure, si vous pourrez revenir sur la vidéo, dans le cas du test parfait, mon point jaune, il était tout à fait en haut du cadre. Bon, voilà. Pour ma part, c'est pas très intuitif à lire cette courbe. Hein, tout se comprend sur ce graphe-là. Voilà. Bon. Alors, ceci étant dit, donc voilà comment on construit le test. Hein. Je vous rappelle que le test, c'est quelque chose d'assez binaire. On est soit positif, soit négatif, avec bien sûr un risque de faux positif, un risque de faux négatif, etc. Et donc des valeurs prédictives du test qui ne sont pas 100%. Hein. On va encore un petit peu complexifier cette affaire. Non, auparavant, si vous voulez bien, je vais vous montrer quelque chose d'important parce que ce seuil de décision, qui est un paramètre libre, a une importance majeure, hein, je dirais centrale, hein, c'est le cas de le dire. Je suis parti ici du cas où j'avais mis le seuil de décision, vous voyez, sur le point de rencontre, au milieu des deux courbes, hein, qui sont parfaitement symétriques. Hein. Là encore, dans la réalité, c'est pas toujours aussi simple. Et on a un risque de faux positif et un risque de faux négatif qui sont égaux. Alors, quand on parle de faux positif, c'est, entendons-nous bien, c'est la probabilité que, ayant un test positif, eh bien, la personne, en vérité, ne soit pas malade. Faux positif. Ce qui est important dans cette démarche, et qu'on néglige souvent, c'est la conséquence de cette erreur. Dans le médical, c'est quoi la conséquence d'un faux positif? C'est simple, hein, vous allez dans un hôpital, on vous teste positif, d'accord, mais en vérité, vous ne l'êtes pas. Hein. Vous faites un test sur la présence d'un cancer, on vous dit, écoutez, le test est positif. Mais en vérité, vous n'êtes pas porteur de la maladie. Dans ce cas-là, dans un premier temps, vous aurez une grosse frayeur, bien entendu, mais avec des examens complémentaires, à l'hôpital, on va vous dire, écoutez, en fait, le premier test était pas bon, vous avez fait un faux positif, mais vous n'avez pas de cancer, et là, vous rentrez chez vous, et vous êtes content, d'accord? Le problème, en dehors de la frayeur du patient, c'est que pour l'hôpital, un faux positif implique des examens complémentaires pour une maladie qui n'existe pas. Donc la tendance serait à diminuer les faux positifs. Or, si vous voulez diminuer les faux positifs, regardez bien ce qui se passe. Hein, j'enlève les valeurs. Si vous diminuez les faux positifs, c'est-à-dire cette valeur-là, il faut monter le seuil de décision. Hein, regardez, si vous montez le seuil de décision, la proportion au-dessus de la courbe bleue va baisser. Voilà, je monte mon seuil de décision et vous voyez, le risque de faux positif va baisser. Donc, effectivement, sur le plan de l'investissement financier, hein, voilà, c'est une contrainte, elle existe, hein, je ne peux pas rentrer dans la polémique, faire moins de tests positifs, faire moins de faux positifs, c'est faire moins d'examens complémentaires inutiles. D'accord? Donc on peut baisser le faux positif, on peut le mettre, c'est un paramètre libre, hein, c'est un choix sociétal, tout ce que vous voudrez, financier. Voilà. Mais diminuer le faux positif, hein, à un contre-coup, hein, si on reprend ici, si je me mets ici, si je repars ici, vous voyez bien au milieu, je repars de là, je prends maintenant ma courbe pour les gens qui sont porteurs de la maladie, monter le seuil de décision, ça va revenir, hein, on le voit naturellement, ça va revenir à augmenter le risque de faux négatif. Voilà, je vais y arriver, hein, vous voyez, le risque de faux négatif, il augmente, et il augmente considérablement. Alors c'est quoi la conséquence d'un faux négatif? Hein, pour vous décrire les choses simplement, vous allez à l'hôpital pour savoir si vous avez un cancer quelque part, on vous fait un test, on vous dit monsieur, vous êtes négatif, voilà, on vous fait un test qui est négatif, et vous repartez chez vous content, mais en vérité, vous êtes malade et ça ne va pas s'arranger. Alors bien entendu, dans un premier temps, pour l'hôpital, il n'y a pas de conséquences en soi. Les conséquences, elles sont pour le citoyen, pour le patient.
Hein, à terme, ça se payera parce que la maladie va finir par ressortir un moment plus tard. Donc, le faux négatif est sans aucun doute plus dommageable de façon générale que le faux positif. Hein. Le faux positif, c'est pas un problème majeur. Hein. C'est plutôt le faux négatif qui est grave. Dans le cas d'une pandémie, on a tout intérêt à ne pas laisser partir quelqu'un qui est négatif et qui est porteur du virus. Hein, donc, et là encore, donc, de façon générale, on va plutôt essayer de baisser le seuil de décision. Par exemple, pour rattraper ce monsieur, là, vous voyez, en baissant, il devient artificiellement de négatif, il devient positif, hein, donc on ne laisse pas passer, on va plutôt essayer d'avoir des risques de faux négatifs de l'ordre de 2%, c'est ce qui est visiblement demandé actuellement, d'accord? Avec ici un risque de faux positif qui est assez élevé. Bien. Voilà. Mais les choses peuvent encore se compliquer. Alors vous voyez, avec un test conçu comme ça, vous voyez que la valeur prédictive d'un test négatif est proche de 100%, elle est à 98%, d'accord? Donc le test sur ce plan-là est assez puissant. Hein, la puissance du test est élevée. Bien, d'accord. Il y a d'autres choses qui peuvent venir perturber cette démarche. Hein, je vais reprendre mes deux courbes. Voilà, je vais pour simplifier, je vais remettre dans un premier temps mon seuil de décision au milieu pour que vous compreniez un petit peu. Vous voyez ici, j'ai la puissance, les valeurs prédictives en négatif et en positif sont équivalentes. Maintenant, il peut se passer autre chose. C'est que, au départ, je suis parti d'une population équilibrée entre les gens non malades et les gens malades. En vérité, lorsqu'on teste une vraie population, on va sortir du cadre de la validation. On peut avoir une prévalence de la maladie qui sera beaucoup plus faible. Prévalence de la maladie, ça veut dire que je vais avoir une proportion de gens non malades plus importante et corrélativement, moins de gens malades. Et vous voyez que les courbes vont s'ajuster, hein, en fonction des proportions. Et là, ce que l'on constate, hein, si on prend une prévalence très faible, hein, ici, eh bien, c'est que, on le voit sur la courbe, c'est que il va y avoir quasiment autant de gens qui seront des faux positifs que de gens qui seront des vrais positifs. Hein. La surface de la courbe ici est la surface de la courbe ici est très faible, ce qui veut dire que quelqu'un qui est testé un test qui sera positif, eh bien, si on regarde la valeur prédictive du test positif, elle n'est que de 36%, c'est-à-dire on vous teste positif, mais il n'y a que 36% de chances que vous soyez porteur de la maladie. Et si la prévalence est encore plus faible, eh bien, on va avoir une valeur prédictive encore plus faible. Au-delà de ça, ça pose un autre problème, hein, qui a été soulevé par Étienne Klein, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche. Hein. L'idée, c'est de dire... alors vous allez comprendre rapidement comment on peut s'en sortir, hein, parce que là vous aurez compris que pour l'essentiel, vous n'avez ici dans ce cas-là que des faux positifs. Hein, vous avez 90% en gros de faux positifs et 10% de vrais positifs. Hein. Donc vous allez, avec un test comme ça, vous allez fabriquer des faux malades qui vont se promener dans toutes les rues, vous allez les confiner pour rien, les mettre en contact éventuellement avec des vrais malades. Donc effectivement c'est un problème. Mais on peut s'en sortir. Alors comment peut-on s'en sortir? La solution, elle est quand même assez élémentaire. Hein. Supposons que vous testiez 1000 personnes. Alors, vous ne savez pas s'ils sont malades, pas malades. Vous les testez. D'accord? Sur cette population-là, compte tenu du risque de faux positifs a priori, vous pouvez vous attendre à avoir 1000 fois cette probabilité-là, qui est donc égale à 67 personnes. Vous allez donc créer 67 faux positifs et vous aurez 10 fois moins de vrais positifs. D'accord? Et donc, comment s'y retrouver? Bien, c'est simple. Vous prenez tous vos cas positifs, les faux comme les vrais, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas les distinguer, hein, ça, il faut être clair là-dessus. Vous reprenez tous vos faux positifs, tous vos positifs, dont les faux positifs, et concernant ces faux positifs, vous les retestez une seconde fois, et vous allez obtenir, il ne va vous rester que 6,7% de 67, c'est-à-dire, il vous restera uniquement 4 faux positifs. Alors que les vrais positifs vont rester pour l'essentiel positifs. Vous pouvez réitérer une troisième fois si vous voulez, et vous allez éliminer vos faux positifs. Notez bien que pour valider cet investissement, vous avez testé 1000 personnes,
il suffit de ne retester que les positifs. Hein. Vous n'êtes pas obligé de retester 2 fois tout le monde. Donc, en faisant ces examens complémentaires qui peuvent être rapides et peu onéreux, ça donne toute sa puissance au test de façon générale. Hein. Il suffit donc, je le répète, de retester les positifs pour éliminer de façon quasi certaine les faux positifs, et à la fin, il ne vous restera que les vrais positifs. Voilà, bon, j'en ai terminé, hein, j'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Hein, et puis, écoutez, je vous souhaite bon courage pour la suite, hein, et on verra comment tout cela va se terminer. Merci, au revoir.